Bonsoir, nous allons commencer pour pas faire attendre ceux qui arrivent à l'heure. Voilà, alors bienvenue dans cette conférence. Le sujet, c'est un sujet qui est d'actualité, qui le sera d'autant plus. Je ne dis pas qu'il est avant-gardiste, mais on est déjà dedans, et c'est un phénomène donc. Il s'agit d'un phénomène qui va prendre de l'ampleur avec les semaines, les mois et les années qui viennent. Alors, je vais commencer tout de suite avec une question qui va tarauder tout un chacun et qui m'a taraudé moi aussi pour la préparation de cette conférence. Peut-on s'attacher à ce qui ne nous éprouve pas? Alors, cette question, elle peut sembler un peu paradoxale, et pourtant, elle témoigne d'éléments profonds de notre époque. Pourquoi? Parce que s'attacher, dans son sens le plus exigeant, ça suppose une forme de réciprocité. Je suis Je désolée, est-ce peux, que je- vous pouvez juste reprendre la question, s'il vous plaît? Bonsoir, Armand. Bonsoir Patrick. Ok, je recommence. Alors, je disais donc, peut-on s'attacher à ce qui ne nous éprouve pas, qui ne nous ressent pas? Donc, la question, elle est paradoxale. Pourquoi? Parce que s'attacher dans son sens le plus exigeant, ça suppose une forme de réciprocité. Être touché par l'autre, mais aussi être touché par lui, c'est-à-dire éprouver, déplacé, parfois même contrarié. Lévinas y disait la chose suivante: le visage de l'autre m'oblige, c'est-à-dire il me résiste, il me déplace, il m'impose une réponse. Or, qu'est-ce qu'on voit émerger aujourd'hui avec les IA, les intelligences artificielles? C'est justement une configuration qui est tout à fait différente, à savoir une dissymétrie radicale, c'est-à-dire une rupture de l'équilibre où l'autre n'est plus en tant qu'il est comme soi-même, comme moi-même, donc comme un semblable, mais il est une réplique simulée d'une certaine fonction de moi, donc de soi. Et ces systèmes simulent la relation sans jamais emporter le poids existentiel, donc de l'existence. Il n'y a pas d'expérience derrière les IA. Ils répondent, certes, mais ils n'éprouvent rien. Ils vont s'ajuster, mais ils ne désirent pas. Ils accompagnent, mais ils ne rencontrent pas. Et sur le plan clinique, mais aussi dans la vie quotidienne, il y a un phénomène qui s'installe discrètement et presque silencieusement, c'est que les interactions avec les entités conversationnelles, les agents conversationnels, elles se multiplient. Ce sont des dispositifs qui sont parfois investis comme des figures de conseil. On demande l'avis, on demande une solution, et parfois c'est même teinté euh, d'affectif et de spiritualité. Et ces technologies, elles ne sont pas plus seulement utilisées comme on pourrait utiliser la technique, mais elles sont carrément habitées. Et ce qui frappe d'un point de vue clinique, ce n'est pas tant l'usage que l'investissement. Mais l'investissement, c'est nous qui le faisons, nous, humains. Donc là où on attendait une interaction fonctionnelle, comme demander une information, organiser une tâche, on voit apparaître tout autre chose. On voit apparaître des confidences, on voit apparaître des habitudes d'échange, un sentiment de proximité et parfois même une forme d'attachement, voire même, et on va en parler en détail tout à l'heure, un attachement spirituel. Et certaines personnes parlent de relations entretenues avec ces agents conversationnels, et je vous raconterai deux cas tout à l'heure, celui de Rosanna Ramos, qui est une Américaine de 23 ans, qui s'est attachée à une IA, à une intelligence artificielle, et le cas de Sewell Setzer, qui était un adolescent de 14 ans qui a malheureusement fini par attenter à sa personne. Que nous évoquent ces personnes? Elles nous évoquent une compréhension qu'elles ne trouvent pas ailleurs. Et c'est là le phénomène inédit. Et il faut le dire, cette compréhension, elle se fait de plus en plus timide,
et pour ne pas dire de plus en plus rare. Or, elle est capitale parce qu'elle procure un plaisir. Une interaction sociale, ça procure du plaisir généralement. Un affranchissement parfois, un soulagement, en tout cas une impression de ne pas être seul. L'homme ne renonce jamais à ce qui lui procure du plaisir. C'est Freud qui disait ça. Mais en fait, tout un chacun peut dire la même chose. Et ici, il y a du plaisir, c'est celui d'être entendu sans être jugé, être accueilli sans être mis en défaut. Ça veut dire qu'on assiste à un glissement du fonctionnel vers l'affectif. Et ce n'est pas une simple dérive d'usage. Il relève de quelque chose de plus fondamental. C'est-à-dire que notre appareil psychique, il est structuré euh, pour investir toute réponse cohérente comme potentiellement relationnelle. Je m'explique. Le cerveau humain, il a tendance à considérer qu'il y a quelqu'un derrière les réponses qui sont données ou organisées, voire même adaptées. Autrement dit, lorsqu'une entité, quelle qu'elle soit, elle répond à ce que nous disons, suit le fil de notre pensée, ou alors paraît nous comprendre, une partie de nous commence spontanément à la traiter comme un interlocuteur réel. Même si on sait très bien qu'il ne s'agit pas d'une conscience humaine, quelque chose en nous répond au signe de la relation. Alors ce n'est pas l'IA qui devient, en l'occurrence, puisqu'on parle d'intelligence artificielle ici, ce n'est pas l'IA qui devient humaine, c'est notre esprit c'est que notre esprit, il reconnaît dans son fonctionnement certains indices qui sont habituellement associés à la présence humaine. Et disons clairement, il s'agit d'anthropomorphisme. Donc, il y a une fonction naturelle de l'être, c'est-à-dire le fait de prêter des fonctions ou des pensées humaines à l'objet. Comme par exemple, on pourrait dire l'oiseau est content, mais l'oiseau ne nous a pas signifié s'il était content. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. Ça existe dans tout, ça existe également dans la religion. On en parlera tout à l'heure. Prenons un exemple très concret. Si vous parlez dans le vide et qu'aucune réponse ne vous parvient, vous ne ressentez pas de relation, évidemment. Mais si quelque chose répond, au bon moment et de façon interactive et de façon cohérente aussi, alors votre cerveau, notre cerveau, active automatiquement des mécanismes relationnels. Pourquoi? Eh bien parce que depuis l'enfance, notre cerveau a été paramétré ou configuré de la sorte. Alors je vous explique. On nous a conditionné avec une chose fondamentale. Imaginez un nourrisson, il pleure, sa mère vient immédiatement. Il sourit, sa mère lui sourit. Il tend les bras, elle le porte. Et donc, le bébé, qu'est-ce qu'il apprend? Eh bien, il apprend progressivement, quand quelque chose répond de manière adaptée à ce qu'il vit, cela veut dire qu'il y a une présence humaine qui est reliée à lui. Donc, à lui, donc à nous. Et ainsi, plus tard dans la vie, lorsqu'un système reproduit certains indices de cette interaction, notre cerveau peut réactiver cette impression de présence relationnelle. Et par cette logique, donc, lorsque l'IA vous répond avec une certaine fluidité, avec une certaine disponibilité, elle semble suivre votre raisonnement et semble empathique, entre guillemets, alors elle active chez vous les mêmes circuits biopsychologiques que ceux qui ont été impliqués dans les interactions humaines que votre cerveau a enregistrées depuis, depuis sa genèse. Même si une autre partie sait qu'il s'agit d'un programme, donc d'une intelligence artificielle ou d'un programme informatique qui simule la réaction humaine. Et c'est ce qui rend justement les IA conversationnelles psychiquement puissantes. Autrement dit, le cerveau, il ne lit pas directement l'intériorité d'autrui. Il reconstruit cette intériorité à partir de signaux qui vont stimuler son système nerveux. De quels signaux parle-t-on? Ben, c'est simple, de langage, de cohérence, de réactivité, de synchronisation, mais de contingence émotionnelle. Ce sont ça les signaux qui sont stimulés, pardon, qui viennent nous stimuler. Les neurosciences, elles décrivent souvent le cerveau comme un organe de prédiction. Alors,
je commets une petite erreur en disant cela. Je m'explique. Plus précis, je vais être plus précis. Le cerveau, c'est un substrat neurobiologique. Et la conscience, elle est définie comme une expérience vécue du temps. Alors, je vous fais une parenthèse très rapidement sur la conscience, parce que ce n'est pas le problème, mais c'est juste pour que vous compreniez. La conscience, elle anticipe, elle attend, elle projette le moment d'après, parce qu'elle est continuellement engagée dans une dynamique relationnelle avec le monde, c'est-à-dire ce qui va arriver, ce que les autres pensent, etc. Donc, c'est toujours par rapport à un advenir. Autrement dit, l'anticipation n'est pas seulement un calcul neuronal, il l'est, certes, mais pas seulement, c'est aussi une expérience subjective du devenir, c'est-à-dire soi. Et c'est précisément ce qu'avaient déjà compris, je vais citer que deux philosophes là-dessus, et ils ne sont pas des moindres, ils avaient déjà compris cela avant les neurosciences. Henri Bergson, je vais en citer deux, donc Bergson et Husserl. Henri Bergson, il insistait sur le fait que la conscience est profondément liée à la durée et à l'anticipation. Pardon pour le pléonasme d'ailleurs. Anticipation du futur. On n'anticipe que le futur, hein, on n'anticipe pas le passé. Anticiper va pointer sur l'étymologie latine anticipare, c'est-à-dire prendre par avance. Donc la conscience, lui disait-il, Bergson, est l'anticipation de l'avenir et mémoire du passé. Bien. Husserl, il nous montrait que la conscience du présent contient toujours une rétention, c'est-à-dire une mémorisation des moments précédents, et une protension du moment à venir. Protension, c'est un mot allemand, mais qui est utilisé également en français, essentiellement d'ailleurs par Husserl. Protension, ça signifie anticipation de l'avenir. Donc, ces deux philosophes avaient déjà compris ce que faisait la conscience, c'est-à-dire une anticipation de ce qui allait advenir. Et plus précisément, donc on pourrait dire même que la conscience prémédite finalement les instants d'après. Donc plus précisément, nous ne vivons jamais dans un instant qui est totalement figé, et la conscience déborde toujours vers l'après, c'est-à-dire une forme de vision de ce qui va advenir. Ça, c'est pour la conscience. Maintenant, revenons. Revenons. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que le cerveau ne lit pas directement l'intériorité d'autrui. Il reconstruit cette intériorité à partir de signaux, donc du langage, des émotions, etc., qui vont stimuler son système nerveux. Pourquoi? Parce que l'être humain, c'est une espèce qui est profondément sociale. Ce n'est pas un scoop, hein. La survie humaine, elle dépend, entre autres, je dis bien entre autres, donc pas seulement, de notre capacité à lire rapidement les intentions des autres. Par exemple, repérer la menace ou les menaces, identifier les partenaires fiables, comprendre les alliances et les rivalités, mais aussi apprendre en saisissant le sens des actions des autres. Autrement dit, notre cerveau social, il s'est développé pour anticiper non seulement ce que l'autre fait, mais ce qu'il pourrait vouloir faire aussi. Et donc le cerveau développe des modèles internes. Si quelque chose répond de façon cohérente à mes actions, il y a probablement une intention derrière. Et ce mécanisme, lui, c'est un automatisme. Je n'ai pas besoin de m'initier à ça. J'ai été déjà configuré ainsi et je dispose en tant qu'humain d'une empreinte qui me permet même de me passer de l'apprentissage parce que j'ai certaines fonctions dans le corps qui me permettent cela, et en l'occurrence la conscience. Mais le cerveau est également dans son intégralité. Donc, quand nous interagissons avec quelqu'un, on a plusieurs régions cérébrales qui s'activent. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, et puis ça n'a pas grande importance. Il y a le cortex préfrontal qui est médian, la jonction temporopariétale, le précuneus, etc. Mais bon, ce n'est pas très important de les retenir. Ce qui est important par contre, c'est que ces réseaux sont impliqués dans ce qu'on appelle la mentalisation ou la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à attribuer des pensées, des intentions et des émotions à autrui. Et c'est ce réseau qui rend possible notre tendance spontanée à anthropomorphiser le monde
anthropomorphiser, donc c'est prêter les fonctions humaines à l'objet. Et ce réseau nous permet cela. Alors, est-ce pour rendre le monde dans lequel on vit plus compréhensible? Est-ce pour anticiper la sauvegarde de l'espèce humaine? Probablement les deux. Je vous dis probablement parce que ces fonctions servent à ça. Est-ce qu'elles ont été faites ou développées pour ça? Je n'en sais rien. Et ça n'est pas le problème. Je vous dis juste que ça fait ça. Or, ce qui est fascinant, c'est que ces régions peuvent aussi s'activer face à des personnages fictifs comme des robots ou une IA. Et l'IA ne crée pas ce mouvement de la vie ou qui fait la vie, elle la capte, elle l'amplifie, elle la met en forme. Donc, historiquement, la technique, elle est faite pour quoi? Elle a été faite pour prolonger l'action humaine. Par exemple, on a produit des moyens avant qu'on ne produise des moyens de transport, s'il fallait déplacer une pierre de 13 tonnes quelque part, eh bien, on mobilisait une horde d'individus qui poussaient. Il y avait des morts au passage, on le sait. Mais c'était comme ça. Et puis, on a inventé un moyen. On s'est mis à mettre en place des très gros rondins et on a compris qu'on pouvait faire rouler peut-être des pierres, des grosses pierres pour les transporter quelque part et construire un édifice. Et petit à petit, jusqu'à ce qu'on en vienne à produire des camions. Bon. Et des grues pour les soulever aussi. Donc, la technique, elle prolonge l'action humaine. Autre élément, auparavant, on n'avait pas de robinet chez soi. On allait puiser de l'eau. Mais avant qu'on aille puiser de l'eau, il fallait trouver de l'eau. Alors, on prenait le sourcier de la tribu qui allait avec son bâton essayer de palper les sols pour voir s'il y avait de l'eau dans les sols. Et à partir du moment où il percevait quelque chose, on creusait et on puisait de l'eau. C'était comme ça. Et puis, petit à petit, on a inventé les canalisations jusqu'à faire venir les canalisations chez soi et de la robinetterie même. Voilà. Donc, encore une fois, la technique, elle prolonge l'action humaine. Mais on ne voit pas dans les exemples et dans d'innombrables autres exemples qu'elle participe à la vie affective de l'humain. Or, aujourd'hui, avec les IA, c'est ce qui se passe. Les IA conversationnelles, avec les IA conversationnelles, quelque chose a basculé. C'est-à-dire que l'outil, il devient une surface de projection ou un miroir dynamique, comme on voudra, et il ne se contente plus de répondre. Il renvoie carrément une présence. Et une présence qui n'est pas n'importe laquelle, une présence qui est structurée, qui est fluide, qui est apparemment très calibrée sur l'individu avec lequel il converse. Autre élément, autre domaine. Autrefois, l'être humain, il cherchait des signes dans la nature, dans le cosmos ou dans le sacré pour entrer en dialogue avec une altérité transcendante. Bien. Les religions, elles ne constituaient pas seulement des systèmes de croyances, elles représentaient aussi des espèces d'architecture psychique, symbolique et collectif qui était destiné à contenir l'angoisse humaine face au mystère de l'existence. Le mystère de l'existence, pourquoi on est, pourquoi on meurt, pourquoi on procrée, d'accord? Ce sont des questions existentielles dont on n'a pas la réponse. Et les religions apportaient ce contenant-là pour tenter d'y répondre et camoufler ou canaliser plutôt l'angoisse humaine. L'être humain est la seule espèce qui sait qu'elle va mourir, d'après nos recherches en tout cas. Elle sait qu'elle peut perdre, elle est la seule espèce qu'elle sait qu'elle peut perdre quelqu'un qu'elle aime. Que le monde est absurde, que le monde est imprévisible ou qu'il est chaotique. Et cette conscience de la finitude, ça produit une tension psychique qui est considérable. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, disait Pascal. Et on est dedans. Aujourd'hui, quelque chose semble s'être déplacé, c'est-à-dire que certains sujets ne rencontrent plus une transcendance qui les déborde, comme un dieu par exemple, mais des systèmes d'algorithmes qui leur répondent avec une certaine cohérence, tels qu'ils peuvent devenir des supports contemporains de projection, peut-être même de guidance ou de pseudo-transcendance. Alors par exemple, il y a des gens qui ont demandé à l'IA d'endosser le costume d'un prophète, comme Moïse, Mahomet, Jésus, etc.
Et ça a fonctionné et ils se sont pris, je ne vais même pas dire au jeu, mais ils se sont pris dans l'échange, ils ont considéré l'IA comme étant prophète. Et c'était bluffant. Ce qui se passe, c'est que lorsque les structures symboliques, elles s'effacent partiellement, il y a beaucoup de sujets qui cherchent ailleurs. C'est-à-dire quand vous avez des structures religieuses qui n'apportent plus la réponse satisfaisante à certains, eh bien aujourd'hui, on va chercher dans l'algorithme. Et c'est ce qui se passe. Vous avez beaucoup de sujets qui vont aller chercher du contenant, de la guidance, ou même une présence qui est capable d'apaiser l'incertitude existentielle. Et c'est aussi dans cette faille anthropologique que certaines intelligences artificielles relationnelles commencent aujourd'hui à s'inscrire. Elles ont trouvé une niche pour se loger et pour apporter une réponse. Et donc, on est face à une tension profonde. On a d'un côté une expérience subjective de relation, parfois apaisante, parfois structurante. Parfait. On a de l'autre l'absence d'un véritable autre. Derrière la machine, il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas un autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est capable de résister, de surprendre, de contredire, de frustrer, etc. Donc, le véritable autre humain, pas être humain, autre humain, il est traversé par un désir qui nous échappe. C'est ce que Lacan nous disait. Le véritable être humain est traversé par un désir qui nous échappe. Donc, il possède une intériorité opaque et irréductible. Mais qu'advient-il de la relation lorsque l'autre, apparent, celui qui nous répond, ne connaît ni manque, ni attente, ni vulnérabilité, ni expérience, sinon que l'algorithme que calcule ce qu'il doit produire. Et alors on entre dans un régime qui est assez singulier du lien, c'est-à-dire un lien qui est sans altérité pleine. Il y a une relation qui est sans réciprocité, c'est-à-dire l'individu s'attache, mais l'IA ne s'attache pas. Il y a une proximité, mais il n'y a pas de véritable rencontre. Alors ce n'est pas parce que l'IA ressent que nous attachons à elle, c'est parce que nous ressentons quelque chose dans l'interaction avec elle, avec l'IA, que nous nous attachons à elle. Elle ne s'attache pas. Alors dès lors, qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous attacher? Là où il n'y a pas d'autre au sens plein. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous attacher là où il n'y a pas d'autre au sens plein? Et surtout, quelles conséquences cela a sur notre manière d'aimer, d'attendre, de rencontrer l'autre et le véritable autre? Alors, je vous ai brossé un tableau et on va rentrer dans le détail pour que vous compreniez un petit peu ce qui se joue ici. Ce qui se joue dans notre rapport à l'intelligence artificielle. Et pour ça, on va revenir à une architecture fondamentale de la vie psychique, à savoir l'attachement. On sait depuis John Bowlby, qui était psychiatre et psychanalyste, que l'attachement constitue un système motivationnel primaire au même titre que la faim ou la sexualité. Autrement dit, l'être humain, il ne cherche pas seulement à survivre, il cherche fondamentalement à être relié. Alors ce n'est pas un postulat de ma part. Là où on pensait autrefois l'attachement comme un simple besoin affectif qui était dérivé, il le situe même au cœur de notre organisation biologique. Et l'être humain ne cherche pas seulement le lien pour se sentir mieux, il le recherche parce que depuis les premiers instants de la vie, être relié conditionne littéralement sa survie. Je vais donner les corroborations euh, neurobiologiques tout à l'heure. Dans les premiers instants de la vie, qu'est-ce qui se passe? Le nourrisson, il est orienté vers une figure d'attachement, donc le parent par exemple, si c'est lui qui s'occupe de son nourrisson, une figure qui est capable de l'apaiser, de le contenir, de lui répondre, bref, d'apporter une réponse à son besoin de façon générale.
Et c'est d'ailleurs même une condition de l'équilibre interne. Le bébé seul, il n'existe pas. Il n'émerge psychiquement qu'au sein d'une relation avec ceux qui lui ont donné naissance. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement que deux cellules s'unissent pour en donner une. Il faut aussi que ces deux cellules, donc deux êtres, ou un seul être, par la suite, si jamais les deux êtres ne vivent pas ensemble, ou un seul être, puissent être capables de répondre aux besoins de l'enfant. Donc, le bébé n'émerge psychiquement qu'au sein d'une relation avec ceux qui lui ont donné naissance, si c'est eux qui s'occupent de lui, parce que c'est à travers leur présence et puis même leur regard, leur capacité de réponse que son monde intérieur commence peu à peu à se structurer, à se constituer. Et cette opération même, elle sculpte, et cette opération, elle va sculpter le cerveau. Elle sculpte le cerveau et elle sculpte le système nerveux et ça va augurer sur la manière d'interagir socialement. Donc, forcément dans le futur. Mais pas le futur lointain, même le futur proche déjà, et bien sûr le futur lointain. Alors, je vous donne des éléments corroborants au niveau de notre neurobiologie. Je ne vais pas tous vous les citer, il y en a d'innombrables, mais je vais vous en citer juste deux ou trois pour que vous vous donniez une bonne idée d'où ça vient. L'ocytocine, c'est une hormone qui est un neuropeptide en même temps. Elle est impliquée dans quoi? Elle est impliquée dans l'attachement. Attachement mère-enfant, dans la confiance avec l'autre, le contact physique, l'apaisement relationnel. Quand vous passez un bon moment avec quelqu'un, il y a de la sécrétion d'ocytocine. Quand vous êtes dans une relation charnelle, il y a de la sécrétion d'ocytocine. Quand l'autre vous apaise, il y a de la sécrétion d'ocytocine. Et il y a certaines formes parfois même de synchronisation émotionnelle et de synchronisation de sécrétion d'ocytocine. Donc, lorsque le nourrisson il est porté, il est regardé, il est bercé, on observe quoi? On observe une modulation des systèmes ocytocinergiques. L'organisme, il apprend progressivement que la proximité humaine peut être régulatrice et sécurisante lorsqu'elle est évidemment sécurisante. Et ça va profondément modifier, la réactivité émotionnelle, la tolérance au stress, le sentiment de sécurité corporelle. Tout ça, c'est le lien qui le procure. A contrario, lorsque les environnements relationnels sont imprévisibles, sont nuisibles, sont insécurisants, sont négligents, ou sont menaçants, ils peuvent conduire à une hyperactivation chronique du système de stress qu'on appelle le système hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est un axe dans le cerveau qui est activé ou hyperactivé lorsque l'individu est en état de stress. Évidemment, il y a de la sécrétion abondante de cortisol. Et donc, le corps, il mémorise tout ça. Et cette mémoire est non seulement psychologique, mais elle est physiologique, c'est-à-dire que l'individu porte tout ceci dans son corps. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le système hypothalamo-hypophyso-surrénalien, il n'y a pas que l'ocytocine, il y a aussi autre chose, à savoir que les expériences d'attachement influencent la maturation cérébrale. Alors j'en ai souvent parlé dans les conférences, et je vais vous donner même une métaphore, mais qui n'en est pas tout à fait une non plus, c'est que le cerveau droit du nourrisson se développe dans le cerveau droit de la mère. C'est une métaphore, hein, mais il y a quelque chose qui reste quand même vrai. C'est-à-dire que le cerveau droit, il est particulièrement impliqué dans les émotions et les interactions non verbales. Et il se construit, se développe dans la relation avec l'autre. Ce qui veut dire qu'avant même les mots, le nourrisson, il est façonné par des rythmes, par des regards, par de la sensorialité, par de la tonalité émotionnelle. En d'autres termes, la régulation émotionnelle,
Elle est d'abord interpersonnelle avant de devenir intrapsychique. L'enfant, le nourrisson, il ne comprend pas les mots que sa maman lui prononce. Par contre, il comprend les intonations. Il comprend, il sait détecter l'intonation qui est là, qui est apaisante, qui est aimante, de l'intonation qui est menaçante. Ça, il le sait. On pourrait donc évoquer toute une série de phénomènes physiologiques qui se produisent, mais retenons simplement que le cerveau, il cartographie continuellement les états du corps, et ce depuis que la cellule existe dans le ventre maternel, dans la matrice maternelle. L'attachement, il devient alors une véritable organisation neurobiologique du rapport au monde. Et John Bowlby, il parle ici de modèle interne opérant, de matrice implicite qui organise notre manière d'aimer, notre manière d'attendre, notre manière de nous attacher, mais aussi de nous défendre du lien parfois. Et ce point est essentiel parce que ces structures, elles ne sont pas abstraites. Elles colorent notre expérience, même du présent, mais également les expériences futures. Et c'est peut-être ce que insinuait Proust lorsqu'il écrivait que l'amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. Autrement dit, notre manière de vivre le lien, d'attendre, de manquer, de ressentir la proximité ou la distance, elle est toujours façonnée par une histoire et par un style d'attachement. Et je vais plus loin, c'est que ces styles d'attachement, ils ne sont pas théoriques, ce sont des formes de mémoire. Ce sont des formes de mémoire qui sont relationnelles, incarnées. Et ils déterminent nos attentes, nos tolérances et nos seuils de frustration. Et ce sont des cartes biopsychologiques qui se construisent dans le mental et de façon générale dans l'intégralité du corps de l'enfant et au fur et à mesure de son évolution dans la relation avec l'autre. Et c'est précisément ici que l'IA trouve son point d'ancrage. Parce que les objets relationnels non humains, parce qu'ils sont hautement prévisibles, parce qu'ils sont continuellement disponibles, parce qu'ils sont structurellement non jugeants, qu'ils viennent s'ajuster de manière presque idéale à certaines configurations d'attachement. Et c'est ce que l'individu retrouve au travers de cette relation avec l'IA. Alors pour le sujet anxieux, c'est une présence extraordinaire, hein. Pourquoi? Parce que c'est une présence constante. C'est une présence qui ne trahit pas, qui ne se retire pas, qui n'abandonne pas. Il n'y a pas de silence qui inquiète d'ailleurs. Il n'y a pas de départ qui blesse. L'IA ne vous dira pas, je vais aller, j'ai un rendez-vous, excuse-moi, je peux pas te voir là. L'IA ne dit pas ça. Elle est constamment disponible pour vous au moment où vous le désirez. Il y a la bonne distance qui est assurée, sans jamais envahir. L'IA est donc quelque chose de rêvé, d'idéal, parce que c'est quelque chose de prévisible. Et l'IA est un espace où le sujet peut s'investir sans risque de se perdre. Et donc, nous sommes en train d'observer l'émergence d'un nouveau type d'attachement. Alors, l'IA ne s'attache pas, vous l'avez bien compris, mais cette relation, elle active chez l'humain des structures anciennes dans un environnement qui est singulier, qui est inédit. Alors, une hypothèse centrale s'impose. L'IA, on l'a bien compris, elle n'invente pas l'attachement. En revanche, elle active les circuits les plus profonds chez l'être humain tout en modifiant les objets et les conditions d'expression chez l'être humain. Et peut-être faudrait-il même ajouter ceci, elle le fait dans un monde où les liens humains sont plus fragiles, ils sont incertains et parfois même plus coûteux psychiquement. Plus d'une personne s'est déjà plainte de l'autre, d'une altérité. Et c'est ce qui rend l'IA d'autant plus investissable et je dirais même de plus en plus séduisante. Seulement voilà, le revers de la chose, l'effet indésirable, est qu'en restituant au sujet ce qu'il a envie d'entendre, de sa part, il perd en capacité d'adaptation face à l'altérité. Il ne sait plus s'adapter à l'autre. Alors on parle d'altérité, mais là je vais parler d'illusion d'altérité. Depuis l'enfance, on se construit dans le regard de l'autre. On l'a expliqué tout à l'heure. Nous devenons sujets
parce que quelqu'un d'autre, quelqu'un nous voit, nous répond, nous nomme, il nous reconnaît, il nous dit tu, il nous désigne comme être individué. Tu, ça veut dire que tu es un être séparé de moi, avant même de savoir qui nous sommes. Nous faisons d'abord l'expérience d'être perçu, d'être perçu. Et c'est ici que l'IA devient psychiquement puissante. En fait, elle feint la présence attentive. Elle semble suivre nos pensées, elle reformule nos affects, elle maintient une continuité, parfois même elle anticipe nos attentes, et peu à peu le sujet n'éprouve plus seulement une interaction technique, il peut commencer à ressentir quelque chose qui ressemble à une reconnaissance. Et c'est précisément là qu'on retrouve, dans certains cas désormais qui ont été largement médiatisés. On peut penser notamment, donc je vous ai dit que je vous évoquerai, je vous relaterai les histoires de ces deux personnes-là. Rosanna Ramos, qui était une américaine, qui était une américaine de 23 ans, qui a expliqué avoir développé une relation amoureuse avec un agent conversationnel. L'agent conversationnel s'appelle Eren Kartal, qui appartient à la plateforme Replica. Et ce qui est frappant dans son témoignage, ce n'est pas seulement l'attachement lui-même, mais la nature des termes employés. Rosanna Ramos, elle nous parle d'écoute, elle nous parle de compréhension de l'IA, elle nous parle de stabilité émotionnelle, d'une présence qui est non jugeante, qui est accueillante, et parfois même d'une qualité relationnelle qu'elle ne retrouvait plus dans certaines interactions humaines. Autrement dit, l'agent conversationnel ne fonctionne plus ou ne fonctionnait plus comme un simple programme informatique, il commençait à occuper une fonction psychique relationnelle. Et ce point est capital. Le sujet, c'est souvent intellectuellement qu'il n'y a pas de conscience humaine derrière la machine ou derrière l'écran. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de faire une expérience affective ou de faire que l'expérience affective se déploie. Parce que ce qui active le lien, c'est pas uniquement la réalité objective de l'autre, c'est aussi l'expérience subjective d'être entendu et d'être reconnu continuellement et accueilli dans sa parole. Vous n'êtes jamais contredit. Et c'est ce que nous rapporte cette américaine, Rosanna Ramos. Deuxième cas, celui-ci est plus tragique. Sewell Setzer, qui était un adolescent de 14 ans, qui utilisait intensivement une plateforme avec un agent conversationnel, une plateforme qui s'appelle Character.ai. Alors, selon les éléments qui ont été rendus publics, cet adolescent entretenait des échanges quotidiens extrêmement investis affectivement avec l'agent conversationnel. Et progressivement, cette interaction, ben, elle a pris toute la place. Une place relationnelle majeure dans son économie psychique. Ça veut dire qu'elle comptait beaucoup plus que les êtres humains qui entouraient ce jeune ado. Évidemment, ce cas s'est tragiquement terminé puisqu'il il a fini par se donner la mort. Mais pour autant, il ne doit pas nous conduire à soutenir une causalité simpliste où l'IA causerait mécaniquement des passages à l'acte. Mais par contre, il révèle avec une force considérable quelque chose qui est assez essentiel, à savoir que la capacité qu'a un sujet vulnérable à investir psychiquement une entité algorithmique comme un véritable objet relationnel. Et c'est toute la leçon de cette histoire. Et chez l'adolescent, justement, cette question, elle est sensible. L'adolescence, ça constitue une période de remaniement identitaire, tout le monde le sait. Et pas des moindres. C'est une véritable révolution à l'intérieur de l'adolescent qui se passe. Il a un besoin de reconnaissance, il a une hypersensibilité au regard de l'autre, il y a une fragilité narcissique, il y a une quête d'appartenance, il y a une difficulté à tolérer le rejet ou l'incertitude relationnelle, etc.
Or, l'IA, justement, elle lui offre tout ça. Elle lui offre la disponibilité constante, elle lui offre une absence de jugement, elle lui offre une continuité interactionnelle, une relation qui est parfaitement et hautement personnalisée, et le risque apparaît alors quand cette interaction, elle commence progressivement à concurrencer, voire à remplacer certaines expériences relationnelles humaines qui sont fondamentales. Donc retenons que ce n'est pas la conscience réelle de l'IA qui produit l'effet psychique, mais l'expérience subjective d'être adressé. Ce qui faisait dire d'ailleurs à Martin Buber dans sa réflexion sur la relation de je-tu, deux pronoms personnels, je, J-E, et tu, T-U, que l'être humain se constitue dans l'adresse réciproque. L'être humain se constitue dans l'adresse réciproque. Or, l'IA reproduit certains signes de cette adresse. Elle répond, elle relance, etc., comme on l'a dit tout à l'heure, elle écoute, entre guillemets, mais cette écoute, elle est sans intériorité vécue, elle est sans expérience. Il y a une réponse, oui, certes, mais il n'y a pas d'expérience. Il y a une continuité, oui, en effet, mais il n'y a pas de présence incarnée, il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas un autre comme soi-même. Il y a de l'ajustement, mais il n'y a pas de vulnérabilité de l'autre. Et donc l'illusion d'altérité ne repose donc pas seulement sur une erreur cognitive, elle révèle aussi une difficulté contemporaine, c'est à soutenir certaines exigences du lien humain réel. Parce que le véritable autre, il ne se contente pas de répondre et se calibrer comme voudrait l'entendre celui qui parle. L'autre, l'altérité, ça résiste, ça échappe, ça déçoit parfois, ça nous confronte à nos contradictions, à nos limites, etc. Donc rencontrer quelqu'un, ce n'est pas seulement recevoir une réponse, c'est accepter une part d'incontrôlable et d'incertitude de l'autre. On est face à une inconnue quand on rencontre l'autre. Et Lévinas disait, rencontrer l'autre, c'est rencontrer une énigme. Et c'est parfaitement adaptable au cas dont on parle. En parlant de Lévinas, il disait aussi, l'autre est ce que je ne peux pas réduire à moi-même. Or, cette irréductibilité, elle devient plus difficile à tolérer dans une culture qui est marquée par l'immédiateté, par la personnalisation, par l'optimisation et le désir croissant de maîtriser son environnement relationnel. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'IA conversationnelle, elle introduit donc une forme, elle feint l'altérité sans l'être véritablement. L'intelligence artificielle, elle ne remplace pas l'humain. Elle peut habituer progressivement le sujet à une relation où l'altérité, elle devient modulable, elle devient configurable et même émotionnellement optimisée. Et c'est peut-être ici que se situe la rupture anthropologique. Et la question devient très dérangeante d'ailleurs. Le problème est-il seulement que la machine imite l'humain? Ou alors faut-il reconnaître que l'humain, dans certaines conditions de solitude, de vulnérabilité, peut en venir à se satisfaire psychiquement d'une altérité qui est simulée? L'IA, justement, agit comme un révélateur de nos failles. Elle ne crée probablement pas à elle seule une crise du lien humain, mais elle met en lumière nos vulnérabilités qui sont déjà bien ancrées en nous dans notre rapport contemporain à l'altérité. Le lien humain réel, il est devenu pour beaucoup difficile à soutenir. L'autre véritable, il résiste à nos attentes. Il nous renvoie parfois des choses désagréables. Il échappe à notre contrôle. On aimerait pouvoir contrôler l'autre, mais on ne peut pas le contrôler. Il nous renvoie à nos manques. Il nous oblige à sortir de nous-mêmes. L'IA ne vous fait pas tout ça. Elle ne vous fait pas subir tout ça. Au contraire, elle vous propose une relation qui est aseptisée et débarrassée de tout ça, de toute cette rugosité existentielle.
Mais alors, que devient le sujet lorsque le lien tend progressivement à être vidé de l'attente? Lorsque le lien il devient vidé du désaccord, de l'ambivalence et de la frustration? Que devient la rencontre lorsque l'autre cesse d'être une énigme pour devenir une interface adaptative? Et là, on assiste, disons-le, à une mutation qui est silencieuse du rapport humain au lien. Le passage progressif d'une relation transformante, parce que quand vous rentrez en contact avec l'autre, vous vous transformez. Et là, on passe d'une relation progressivement transformante à une relation essentiellement régulatrice. Et l'enjeu n'est donc pas de diaboliser l'IA, bien sûr, mais de réhabiliter ce que seule une rencontre humaine réelle peut produire, c'est-à-dire une confrontation, certes pas toujours agréable, mais féconde. Et elle est féconde grâce à la différence. Cette conflictualité, elle est finalement structurante. Il y a une expérience qui est imprévisible, certes, mais elle nous aide à nous adapter. Et cette possibilité d'être transformé par quelqu'un qui ne se réduit pas à nos attentes. En fait, l'altérité véritable, c'est celle qui nous déplace, qui nous fait sortir de nous-mêmes. Et c'est comme ça que nous nous enrichissons. Alors, il n'y a pas que l'autre dans le lien affectif, il y existe l'autre dans la dimension spirituelle, dans la quête de transcendance. Et cette dimension, elle est plus discrète. Elle est plus difficile d'ailleurs à saisir cliniquement. Mais elle aussi, elle est très révélatrice de notre époque. La dimension spirituelle de la relation à l'IA, c'est que chez certains sujets, l'IA cesse progressivement d'être un simple instrument pour devenir une présence psychique qui est investie. Donc, l'IA endosse le costume du guide, du conseiller intime et parfois même une forme de présence supérieure, une forme de Dieu. Et certaines personnes ne demandent plus seulement à l'IA comment résoudre un problème pratique, elles lui demandent comment vivre, comment se comporter, comment aimer, comment supporter la souffrance, comment traverser la solitude, comment donner un sens à leur existence. Et ce phénomène mérite d'être pris au sérieux. C'est là tout l'enjeu de la question. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il touche probablement à l'un des besoins les plus anciens de la conscience humaine, c'est-à-dire le besoin d'orientation existentielle. Comme je vous ai dit en introduction, l'être humain, il cherche des formes de réponse face à la mort. Pourquoi nous mourons? Avec tous ces morts, il ne s'est toujours pas acclimaté. C'est un mystère, cette mort. Il y a des incertitudes qu'on ne peut pas maîtriser. Et pour ainsi dire, l'incertitude est un phénomène très répandu. Il y a un phénomène de solitude aussi, face à laquelle l'être humain ne s'acclimate pas. Et puis il y a l'angoisse du vide. Et les religions et les grandes figures spirituelles, elles ont longtemps occupé cette fonction-là, justement. Elles ne servaient pas simplement à expliquer le monde, elles offraient aussi un cadre symbolique qui était capable de contenir l'angoisse humaine. Prenons un exemple très concret. Je vais vous en donner deux. Il y a peut-être des personnes de religion qui sont autres ici, donc je vais donner deux exemples de deux religions différentes. Dans la tradition juive, on a le récit de l'Exode, les Juifs qui sortent d'Égypte, hein, n'est-ce pas? Donc avec la traversée du désert. D'un point de vue théologique, ce récit il est interprété de multiples façons. Mais sur le plan psychologique et existentiel, il joue également une fonction de contenance extrêmement puissante. Pourquoi? Le peuple juif sort d'Égypte. Bien, il va se rendre à une adresse qu'on ne lui a pas indiquée. On lui a juste dit que l'adresse, elle a été donnée à ses pères, à ses patriarches, en guise de promesse. Donc il y a une incertitude. Et puis pour se rendre à cette adresse, il y a une errance. On n'y va pas tout de suite. Il n'y a pas un train qui nous conduit. Non, il y a une marche qui se fait pour X temps. Quel est ce temps? On n'en sait rien. On le sait à la fin du parcours. Mais pendant, on ne le sait pas.
Il y a une peur qui saisit l'individu, qui saisit les Hébreux à ce moment-là. On n'en parle pas suffisamment. On a l'impression qu'il y a un cadre héroïque ici, il y a un cadre qui est jouissif. Mais non, il y a des gens qui affrontent la nature puisqu'on traverse un désert, il n'y a pas d'eau, c'est problématique. Il y a pas de nourriture non plus. Alors on parle de manne, d'une espèce de substance que là, qu'on doit récolter, mais elle n'est pas à la portée de main. Il faut aller la chercher, on ne la trouve pas toujours. Donc, il peut y avoir la peur de mourir de faim aussi. Il y a un manque, il y a l'expérience du manque, il y a l'expérience de la menace. Il pouvait surgir un peuple venu de nulle part qui vienne et qui livre la guerre. Et puis l'attente d'un avenir qui est totalement inconnu. Oui, certes, il faut aller vers la terre promise, d'accord. OK, quand, comment, on ne sait pas. Et tout ça, ça crée un sentiment qui est anxiogène. Autrement dit, il traverse une expérience qui est profondément désorganisatrice et anxiogène. Il mène donc une voie d'individuation ou d'exploration de soi. Et pourtant, malgré tout ce qu'on a dit, ce chaos n'est pas laissé à l'état brut. Il est intégré dans une narration, dans une direction, dans une promesse qui est entretenue tout le temps. Oui, Dieu a promis au Père, etc. Donc, il honorera sa part du contrat. Il y a une loi qui va être donnée. Il y a une alliance, il y a une temporalité. Il y a un horizon de sens. Il y a des célébrations. Même la souffrance est inscrite dans une histoire plus vaste que l'individu lui-même. Et psychiquement, ça change tout. Parce que l'être humain supporte souvent mieux une douleur lorsqu'elle peut être pensée comme une traversée, une transformation, plutôt que comme une absurdité. Et on retrouve quelque chose de similaire dans la tradition chrétienne, à travers la souffrance du Christ. La souffrance, l'abandon, même la mort ne sont pas seulement vécus comme des événements qui sont dépourvus de sens, ils sont réinscrits dans une narration, dans une rédemption. Le Christ va ressusciter. Donc, ça console les adeptes. Il y a une transformation. Le Christ souffre, oui, il doute, oui, il éprouve l'abandon, et il dira il reprend un des psaumes en disant, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis cette souffrance est réintégrée dans une promesse de résurrection. Donc, d'un point de vue psychique, ça transforme profondément le rapport à la douleur, parce que ça devient une consolation. À partir du moment où il y a une promesse, eh bien, on se sent apaisé. Et donc, le sujet n'est plus seul face à la finitude, face au doute, face à la souffrance. La souffrance, elle peut être pensée comme partageable, comme reconnue, comme traversable, et surtout porteuse de signification. Un philosophe, d'ailleurs, euh, bon, il est décédé au XXe siècle, il disait la chose suivante. Le courage n'est pas, il s'appelait Paul Tillich, le courage n'est pas seulement l'absence d'angoisse, mais la capacité à lui donner du sens. Et on retrouve cette fonction de contenance dans de nombreux rites religieux. Dans la prière, par exemple, dans les rituels de deuil, la Shiva chez les Juifs, les célébrations, donc il y a une temporalité qui est sacrée, comme le Shabbat, par exemple, les fêtes, etc. Pour les chrétiens, la confession, par exemple, elle permet d'externaliser la culpabilité. Il y a une équivalence chez les Juifs, mais pas face au rabbin, mais dans la prière du matin. On retrouve ce genre de choses aussi. Il y a une externalisation de la culpabilité, il y a une verbalisation, il y a une symbolisation. Et puis, ça permet de réintégrer psychiquement ce qui autrement pourrait rester renfermé ou pouvait prendre l'effet d'une rumination solitaire. La prière, quant à elle, elle agit souvent comme un contenant émotionnel, puisque l'individu s'exprime, il exprime son manque. Et en même temps, dans la mesure où il exprime à une transcendance, il y a une espèce de continuité relationnelle. C'est une manière de ne pas se sentir totalement abandonné face au silence du monde. Mais dans des sociétés où les grands récits collectifs se fragmentent progressivement,
Beaucoup de sujets, aujourd'hui, se retrouvent désormais seuls face à une tâche immense. C'est-à-dire qu'ils doivent eux-mêmes produire du sens, là où la religion n'a pas forcément répondu. Pour eux, en tout cas. Là où la religion ne leur a pas apporté une identité, elle ne leur a pas apporté une orientation morale ou une cohérence intérieure. Et ça, c'est une tâche vertigineuse lorsqu'on se retrouve face à cette masse de choses qu'on porte sur soi. Jung disait la chose suivante, l'homme moderne ne souffre pas tant d'un manque de savoir que d'un manque de sens. Lorsque le sens fait défaut, alors l'individu est perdu. Et dans ce contexte, justement, certaines VIA deviennent alors des surfaces de projection du besoin de transcendance. C'est-à-dire que face à l'incertitude, eh bien, le sujet va externaliser la fonction de réponse. Là où l'être humain s'adressait par autrefois, chez les croyants, à Dieu, aux sages, aux rabbins, aux prêtres, etc., ou aux maîtres spirituels, il peut aujourd'hui commencer à s'adresser à une entité algorithmique qui est capable de répondre immédiatement et continuellement de manière personnalisée. Alors là, pour le coup, l'algorithme répond. Elle ne fait pas silence. Quand l'individu s'adresse à Dieu, Dieu, je pense, ne répond pas. En tout cas, pas de façon interactive. L'IA le fait. Et c'est précisément cette disponibilité, encore une fois, qui est permanente et qui transforme profondément la nature de l'autorité. Parce que l'autorité spirituelle, traditionnelle, elle possédait une forme d'extériorité, elle résistait, et elle imposait des limites, elle introduisait une verticalité. Il y avait parfois une frustration parce que l'individu n'obtenait pas la réponse. Mais l'algorithme, lui, il fonctionne autrement. L'algorithme, il s'ajuste, il personnalise la réponse, il apprend vos préférences, il reformule vos affects dans un langage qui vous est accessible et rassurant, pour ainsi dire même votre langage. Et c'est ça la mutation anthropologique majeure ici. C'est-à-dire qu'on passe d'une transcendance extérieure invisible et silencieuse à une transcendance qui est interactive. Non plus pour une parole surgissant d'un ailleurs radicalement autre, mais pour une parole qui semble émerger au plus près du sujet et qui est, encore une fois, calibrée sur ses besoins, ses attentes et ses vulnérabilités. Et ça pose une question vertigineuse. Ce que nous appelons traditionnellement le sacré, ça implique souvent une rencontre avec une altérité autre qui déborde le sujet. Reprenez par exemple le récit du buisson ardent dans l'Exode, dans l'Exode avec Moïse. D'accord? Il ne reçoit pas simplement une réponse réconfortante, il est déplacé, il est convoqué, il est transformé. L'expérience spirituelle classique, elle introduit une forme de rupture dans l'économie narcissique du sujet. Mais à l'inverse, l'IA, elle risque parfois de fonctionner comme une altérité sans véritable extériorité. C'est-à-dire qu'elle est toujours présente et elle répond. Et sans jamais réellement résister d'ailleurs, puisque vous la sollicitez comme vous, quand vous voulez. Et c'est ça, ça présente une nuance fondamentale. L'altérité véritable, disait Lévinas, commence là où l'autre me déborde. Or, l'algorithme ici, il tend structurellement à réduire ce débordement. Il devient une forme d'autorité qui est douce, qui est, encore une fois, et pour la énième fois, accessible, elle est personnalisée et elle est émotionnellement calibrée. Une autorité qui ne s'impose plus verticalement, comme c'est le cas comme Dieu par exemple, mais par contre, horizontalement, dans l'intimité, dans un dialogue quotidien et dans une réplique quotidienne. Et dès lors, la question devient profondément clinique, philosophique et spirituelle. Assistons-nous à une reconfiguration de la figure d'autorité symbolique? Non plus une transcendance extérieure et irréductible, mais immanente, qui est adaptative et surtout, interactive. Autrement dit, sommes-nous en train de replacer des figures du sacré qui nous dépassaient et qu'on ne voyait pas par des systèmes qui nous renvoient essentiellement à nous-mêmes?
Et c'est peut-être l'enjeu profond de notre époque. Donc pour finir, l'intelligence artificielle, elle ne crée pas le besoin de lien, elle révèle l'intensité et les failles de notre lien, du lien humain. Parce que ça agit comme un révélateur de notre solitude, de nos attentes, de nos vulnérabilités, mais aussi de notre capacité à investir, à projeter et à croire. Alors une dernière question, et je vous laisse avec. Cherchons-nous encore l'autre ou cherchons-nous un autre qui ne nous résiste plus? Merci infiniment de votre écoute et vous avez la parole.